Tahar Chalel, bonjour. Bonjour madame. Alors nous allons aborder ensemble tout au long de cette émission la politique de l'emploi, le placement et l'entrepreneuriat pour l'ANEM que vous dirigez depuis plus de 3 ans. En 2013, les placements étaient en hausse de 16%. Mais ces placements répondent-ils, monsieur Chalel, aux besoins économiques où nous sommes toujours dans un esprit de gestion du taux de chômage qui se situe, selon les chiffres de l'ONS, à 9,8%? Merci. Avant de parler des placements qui sont effectués par l'ANEM, il faut dire que l'ANEM est un des instruments de la politique nationale de l'emploi qui repose sur un certain nombre de procédures qui facilitent et qui favorisent la création d'emplois, tant sur le salariat à travers la diminution des coûts salariaux, à travers des abattements sur la sécurité sociale et aussi au niveau de la création d'entreprises, donc à travers un certain nombre de facilitations qui sont offertes aux employeurs. Alors pour l'évolution, vous venez de le dire, donc il y a une évolution au niveau des placements de 2012 à 2013. Nous continuons donc à observer une évolution au niveau des placements entre 2013 et 2014, puisque au 31 octobre 2014, nous avons enregistré 281 590 placements économiques, à ne pas confondre avec les placements qui sont faits au niveau de l'administration ou bien des organismes administratifs. 281 000 placements économiques, c'est 10% d'évolution par rapport à l'exercice précédent. Ce qu'il faut dire que dans les 281 000 placements, il y a 8 230 qui sont faits par les organismes privés, puisqu'il en existe 18 en Algérie. Et il y a 3 237 emplois directs. Vous savez qu'en février 2014, il y a l'instruction du Premier ministre qui limite le traitement de l'offre à 5 jours au lieu de 21 jours et qui donne aussi la possibilité aux employeurs de passer outre l'ANEM, de faire ce qu'on appelle le recrutement direct à condition d'informer l'ANEM. Donc le recrutement direct représente jusqu'au 31 octobre quelque chose comme 3 230 emplois. Alors justement, vous parlez de 281 000 placements économiques. Qu'est-ce que vous entendez par placement économique? Est-ce que cela concerne l'ANEM ou toutes aussi les structures de l'emploi existantes actuellement entre CNAC et ANSEJ? Ça concerne uniquement les placements économiques dans le salariat. Ce qui est fait, ce qui est placé, les recrutements qui ont été effectués par les entreprises économiques, qu'elles soient privées ou publiques. Moi, je tiens à signaler par exemple que l'essentiel des placements, 70% sont faits par le secteur privé, privé étranger, privé national. Bien entendu, le privé national est le plus grand pourvoyeur d'emplois, mais il y a également le secteur public qui est à hauteur de 28%, qui fait également des recrutements, mais toujours dans le secteur économique, je le précise. Mais justement, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est par rapport à cette politique de l'emploi, il y a une cohabitation du chômage et de l'offre non satisfaite. C'est une tendance qui a été observée par le détenteur du prix Nobel de l'économie en 2010 et qui parle d'une cohabitation, d'un paradoxe, la cohabitation d'offres d'emploi, bien de postes d'emploi qui ne sont pas pris par les demandeurs d'emploi, et d'un autre côté vous avez des demandeurs d'emploi qui n'arrivent pas à être placés. Alors ça résulte déjà de l'inadéquation des systèmes de formation et d'enseignement par rapport aux besoins du marché. Ça aussi c'est une tendance qui est observée dans plusieurs pays, même en Algérie nous avons certains profils qui nous est difficile de placer, pour lesquels on a des difficultés pour trouver des emplois. Je cite par exemple les diplômés universitaires qui ont fait des formations dans les sciences humaines. Par contre, dans le même marché de l'emploi, nous avons d'énormes difficultés à trouver de la main-d'œuvre qualifiée pour des secteurs comme le secteur du bâtiment. Il est aujourd'hui difficile de trouver des maçons, des coffreurs, des ferrailleurs, mais il est aussi difficile de trouver aussi certains profils dans le tourisme également et dans l'agriculture. Mais est-ce que par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, il faudrait réajuster en fin de compte les formations pour les adapter aux besoins du marché économique? Dans tous les cas, les politiques actives de promotion de l'emploi, comme le cas de l'Algérie, c'est des politiques qui favorisent d'abord, qui agissent sur l'offre d'emploi à travers ce que j'ai cité tout à l'heure, diminution des charges, des exonérations et des facilitations, mais d'un autre côté, il y a l'élément adaptation de tout le système de la formation par rapport aux besoins du marché. C'est ce qui se fait aujourd'hui, puisque nous travaillons en étroite collaboration avec le secteur de la formation
à l'enseignement professionnel. Nous sommes présents dans tous les conseils de partenariat, que ce soit celui du niveau national ou bien les conseils de partenariat au niveau local. Et nous avons on fait un échange d'informations avec les deux secteurs pour pouvoir donc leur permettre de prendre des décisions, notamment pour redessiner la carte des spécialités qu'ils mettent donc en place au niveau du marché. Mais par rapport aux offres non satisfaites, est-ce que vous avez analysé les raisons, le pourquoi et également les taux? Est-ce qu'ils sont importants aujourd'hui? Vous savez, dans les offres non satisfaites, et elles sont bon, je ne peux pas dire qu'elles sont très importantes, mais elles commencent à prendre de l'ampleur, puisqu'il y a beaucoup d'offres d'emploi pour lesquelles on n'arrive pas à trouver des demandeurs d'emploi. C'est plus des diplômés universitaires? Non, non, c'est plus des offres d'emploi qui demandent de la technicité, qui demandent aussi une main-d'œuvre vraiment qualifiée. Pour la pénibilité, là, vous abordez une autre question, c'est la question de refus que nous commençons à analyser, puisque nous avons des demandeurs d'emploi qui refusent certains emplois pour des raisons qui peuvent être évidentes. Je peux vous citer les 30 000 refus qu'on a enregistrés en 2014, 20% sont dus à la rémunération, qui n'est pas donc intéressante, 22% sont dus aux conditions de travail qui sont pénibles, 4% pour la qualification, 11% par rapport à l'éloignement. Et vous avez d'autres raisons, par exemple comme le régime temporaire. Donc, il y a les demandeurs d'emploi qui ne veulent pas aller sur des emplois où le contrat est très limité. Alors aujourd'hui, pour réussir les placements, il faut mettre en place des instruments de suivi pour des plans de recrutement. Est-ce que vous en disposez aujourd'hui au niveau les instruments, les plans de recrutement, c'est les entreprises qui doivent en disposer. L'ANEM. Mais est-ce que vous êtes en contact direct? Bien sûr, on fait de l'anticipation, on fait même de la prévision avec les entreprises et nous essayons donc de connaître leurs prévisions de recrutement sur les années à venir pour pouvoir d'un côté donc agir au niveau de nos amis de la formation professionnelle pour qu'il y ait un peu plus de main-d'œuvre qualifiée, mais également à notre niveau pour pouvoir avoir donc une image beaucoup plus claire sur la demande que nous allons traiter à l'avenir. Mais cette vision est-elle élargie à toutes les wilayas? Les besoins du Sud et des Hauts-Plateaux ne sont pas les mêmes que ceux du Nord. Est-ce que vous avez cette vision qui est élargie à tout le territoire national? Bien entendu, dans chaque wilaya, il y a une agence de wilaya de l'emploi, il y a des agences locales. Le nombre d'agences est de 263 agences au niveau national. Nous avons un maillage national, il y a des agences un peu partout. Donc les agences tiennent bien entendu compte des besoins réels du marché local. Elles tiennent compte aussi de la demande qui est en stock. Vous savez que nous avons aujourd'hui 1 250 000 demandeurs en stock. Donc c'est des chiffres qui ne sont pas loin des statistiques qui ont été fournies par l'ONS. Vous savez que l'ONS cette année a fait 2 enquêtes. Donc il a fait déjà une enquête en avril et qui a donné le même taux de chômage de 9,8. Et l'enquête, je pense qu'il y a une enquête qui est en cours et qui, donc le stock de chômeurs, ou bien ce qu'on appelle à l'ANEM la demande disponible, est presque la même, il y a une stabilité. Donc 1 254 000 demandeurs d'emploi, ce qui corrobore avec les statistiques de l'ONS. Mais par rapport à ces régions, ces deux régions, les Hauts-Plateaux et le Sud du pays, des spécificités particulières, Monsieur Chahalel, puisque les jeunes du Sud ont de tout temps protesté pour dénoncer leur exclusion des offres d'emploi, notamment dans le secteur des hydrocarbures, avec son attrage. Par rapport au plateau et aux régions du Sud, il y a déjà des avantages qui sont différents de ceux qui sont pratiqués au Nord, notamment au niveau des diminutions des charges des entreprises pour favoriser le recrutement et favoriser une offre d'emploi beaucoup plus importante. Pour le Sud, il faut constater avec moi que l'année 2014 et même la fin de l'année 2013 ne sont pas l'année 2011 et 2012 au Sud. Nous avons maintenant beaucoup plus de recrutement, il y a eu des recrutements massifs qui ont été faits. Dans quel domaine? Notamment dans les entreprises publiques. Il faut dire aussi que l'écrasante majorité des demandeurs d'emploi souhaitent et sollicitent des emplois uniquement dans les entreprises publiques qui sont au niveau de ces marchés de l'emploi. Nous avons quand même pu absorber une grosse partie de la demande locale au niveau des wilayas du Sud. À titre d'exemple, je peux vous donner donc un chiffre. Jusqu'au 31 octobre, nous avons placé 30 000 demandeurs d'emploi au niveau des 10 wilayas du Sud et nous avons placé 17 000 dans le cadre du DIP, pour vous dire qu'il y a un effort qui est fait et je souligne aussi l'effort des entreprises au niveau des wilayas du Sud, notamment Orgla, Gardaya et Lawat, qui ont fait un effort énorme dans le recrutement des demandeurs d'emploi locaux.
Monsieur Mohamed Tahar Chalen, merci de répondre à de la rédaction. On va essayer de répondre rapidement pour essayer de brasser large. Alors, vous parlez aujourd'hui, nous avons à travers le territoire national pas moins de 263 agences de placement qui sont recensées, qui sont à travers le territoire national, dont une vingtaine privées. Se conforme plus une vingtaine privées. Les 263, c'est le réseau de la NEM. Voilà, plus une vingtaine privées. Est-ce qu'elles se conforment toutes à la loi pour éviter des dépassements comme ceux qu'on a vécu en 2004 à Hassim Sultan? Bien sûr qu'elles se conforment à la loi, notamment les 263 agences qui relèvent du réseau de la NEM. Si le réseau de la NEM, elles appliquent les procédures et les normes qui sont prévues par la réglementation en vigueur. Pour les agences privées, la NEM le rassure d'abord, elles ont des conventions, elles ont signé des conventions avec l'Agence nationale de l'emploi, et puis elles exercent dans les wilayas de leurs compétences. Et puis il y a un suivi qui est fait par la NEM. Nous avons d'abord commencé par un accompagnement, puisqu'on les a accompagnés, et maintenant nous faisons un suivi, et on fait un suivi sur les activités de ces agences privées. Et quand il y a des dépassements, bien entendu, on les rappelle à l'ordre. Alors justement, par rapport au DIP, dispositif d'aide à l'insertion professionnelle, moi je voudrais aborder cette question. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui il est utile de maintenir ce dispositif, puisque pour certains, beaucoup d'entre eux pensent qu'il favorise la précarité? Le DIP ne favorise pas la précarité. Le DIP est un dispositif qui a été mis en œuvre par l'État dans le cadre de son rôle de régulateur, puisque l'économie n'est pas arrivée à absorber toute la demande qui est en stock et celle qui est additive. Donc il ne faut pas laisser les citoyens en reste, il faut les prendre en charge à travers des dispositifs qui leur permettent d'abord d'acquérir une expérience professionnelle en les mettant dans des espaces professionnels, et qui permet également à l'entreprise de bénéficier d'une main-d'œuvre, j'allais dire, gratuite, mais avec des exonérations et des abattements et des facilitations. Donc ce dispositif a permis, il faut aussi regarder l'autre côté ou bien la partie pleine de la bouteille, pour dire que beaucoup de jeunes, le nombre est très important de jeunes qui ont, à la faveur de ces dispositifs, ont pu avoir des qualifications, consolider leurs capacités et pouvoir s'insérer définitivement sur le marché du travail, puisqu'aujourd'hui, nous avons des jeunes qui étaient dans le DIP et qui sont devenus aujourd'hui des responsables. Oui, mais justement, le problème qui réside au niveau de ce dispositif d'aide à l'insertion professionnelle qui est appelé communément DIP, est que les employeurs ne recrutent pas ces jeunes et au bout de 2 ans, ils les limogent pour en prendre d'autres au niveau de la NEM. Non. Ils ne peuvent pas limoger et reprendre. Vous-même, vous l'avez affirmé, je ne l'ai jamais dit, puisque l'article 7 et 8 du décret 0826 impose aux employeurs la permanentisation de 25% minimum de ceux qui sont installés pour pouvoir bénéficier une deuxième fois. Donc les entreprises qui ne permanentisent pas ne peuvent pas bénéficier une deuxième fois d'autres recrutements dans le cadre du DIP. Mais il y a aussi le CTA qu'il faudrait aussi souligner aussi. Le contrat de travail aidé. Le contrat de travail aidé, c'est un contrat de travail au sens de la loi. Donc c'est un contrat qui permet aux demandeurs d'emploi qui est placé d'avoir le salaire du poste, comme tous les collègues, mais avec une participation de l'État sur le salaire, une contribution de l'État sur les salaires qui varie selon le niveau pour les universitaires, pour les sortants de l'enseignement supérieur et de la formation, mais également pour ceux qui n'ont pas de niveau d'instruction ou de formation. Mais ce que je voudrais souligner également pour le DIP, c'est que depuis 2011 à ce jour, il y a une régression de déplacement, puisque nous avons cessé de continuer à placer dans l'administration. En 2011, on avait placé 660 000 dans le DIP, et l'écrasante majorité était dans l'administration. Aujourd'hui, nous avons des instructions très ferme, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale insiste même dans les déplacements qu'on effectue dans les wilayas, insiste sur l'orientation dans les DIP vers le secteur économique. Et vous constatez aujourd'hui, et je pense que même les observateurs le constatent, nous avons moins de problèmes avec le dispositif DIP, puisque l'insertion se fait surtout et à 80% dans le secteur économique. Mais justement, moi je voudrais revenir un peu sur les deux contrats. Le contrat du travail aidé, que vous appelez le CTA, et puis le DIP. Pour le DIP, c'est toujours l'État qui prend en charge la question salariale, un salaire équivalent et n'excédant pas les 15 000 dinars, or que pour le contrat du travail aidé, c'est un salaire équivalent au poste. Est-ce que cette question aussi du DIP, qui avait été posée par rapport à la question du salaire, va être réglée? Ça sera un salaire équivalent au poste. Non, pour le salaire, au niveau de l'entreprise. Non, pour le DIP, ça reste toujours un contrat d'insertion, à ne pas confondre avec un contrat de travail. Vous parlez d'une expérience acquise au bout de 2 ans.
C'est Oui, ça oui, l'avantage qu'on mais peut activer. c'est un contrat d'insertion qui permet aux demandeurs d'emploi d'avoir une expérience. Au lieu de rester en chômage, on préfère le mettre dans une entreprise économique pour qu'il puisse avoir une expérience. Vous savez que nous avons beaucoup de jeunes qui ont des diplômes qui ne sont pas demandés sur le marché de l'emploi. Mais est-ce que vous avez évalué aujourd'hui concrètement ce dispositif? Bien sûr, on fait de l'évaluation, on fait des études, on fait des enquêtes. Je vous cite par exemple au niveau de l'ANEM, on vient de lancer donc toutes les démarches et les procédures réglementaires pour faire une enquête sur le chômage de longue durée, une enquête sur les offres non satisfaites et ce qu'on appelle les profils déficitaires, puisqu'il y a des profils qui sont déficitaires qu'on ne trouve pas sur le marché de l'emploi. Donc il ne s'agit pas de gérer uniquement. Les missions de l'ANEM, c'est d'abord l'intermédiation. Il faut que je souligne aussi que tous les dispositifs qui sont mis en place dans le cadre de la politique nationale de l'emploi et qui sont gérés par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale ne sont pas des dispositifs qui créent de l'emploi, ce sont des dispositifs qui font de l'intermédiation sur le marché de l'emploi. Il faut le souligner et on gala pour dire que notre rôle se limite à rapprocher l'offre et la demande, à rapprocher le jeune entrepreneur donc, qui a une idée de projet des services de l'ANSEJ pour qu'il puisse créer une entreprise, favoriser donc l'entrepreneuriat. Demain nous avons donc la semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui s'ouvre du 17 au 23. L'exemple de l'Algérie est un exemple édifiant, puisque plus de 430 000 micro-entreprises ont été créées depuis les lancements de ces dispositifs, et puisque depuis le début donc, de votre émission on parle que de l'emploi salarié, il faut aussi parler un peu de l'autre voie que nous encourageons, c'est la voie de l'entrepreneuriat. Mais justement, j'allais aborder la question avec vous, puisque vous allez aborder les deux thèmes avec nous. La création de l'emploi est tributaire aujourd'hui de l'économie, on parle de l'entrepreneuriat. Oui. Demain, c'est la journée mondiale, vous venez de l'indiquer à l'instant. Vous avez parlé de 430 000 micro-entreprises créées en moyenne depuis pratiquement... Voilà, par la CNAC et l'ANSEJ depuis pratiquement 10 ans. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, qu'on arrive à les maintenir en vie, puisqu'on parlait à un moment donné d'un niveau de mortalité qui est resté relativement élevé? Non, le niveau de mortalité n'est pas élevé, puisque pour mesurer le niveau de mortalité, il suffit de regarder les dossiers qui atterrissent au niveau des fonds de garantie de la CNAC et de l'ANSEJ. Le niveau est toujours insignifiant. Il faut faire la différence entre une entreprise qui est morte, on va dire. Donc, et c'est un cycle normal. Hein. Il y a même les êtres humains, ils naissent, ils meurent. Donc l'entreprise également, c'est la même chose. Vous avez des entreprises qui ont des difficultés. Certaines entreprises, et elles sont autour de entre 5 et 8%, ça dépend si on est à la CNAC ou à l'ANSEJ, d'entreprises qui sont qui constitue la mortalité au niveau de tout le stock d'entreprises qui est sur le marché. Mais il faut dire aussi que beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui vendent des services et des produits, et le citoyen algérien achète leurs services et leurs produits, et dans certains cas, il ne sait même pas que ça provient de l'ANSEJ ou de la CNAC. Et vous avez même des chefs d'entreprise qui sont aujourd'hui dans des organisations patronales. Ce qui veut dire que ce dispositif a au moins le mérite d'avoir répandu l'esprit d'entreprise et avoir formé et renforcé le tissu économique national. Mais est-ce qu'il y a des facilitations qui sont accordées aujourd'hui pour la création de la micro-entreprise? Oui, est-ce que les banques aussi donnent des crédits plus facilement? Je pense que l'ANSEJ et la CNAC de 2012, 13, 14 ne sont pas l'ANSEJ et la CNAC des années précédentes. Et puis il y a aussi pour le secteur bancaire depuis 2008 et les années qui ont suivi, 2011 aussi, les décisions du 22 février 2000 du Conseil des ministres 22 février 2011 ont créé un tel engouement que le nombre de micro-entreprises accompagnées donc, a cru d'une manière importante. Est-ce que il y a aussi la bonification totale des taux d'intérêt, il y a la réduction des niveaux d'apport personnel. Mais je voudrais souligner aujourd'hui aussi les facilitations et les délais de traitement au niveau de l'ANSEJ et de la CNAC aujourd'hui qui sont réduits vraiment, qui sont très réduits aujourd'hui. Un dossier peut être traité en une semaine, 10 jours, ça dépend de la wilaya au niveau de l'ANSEJ, puisque c'est décentralisé. Décentralisé. Et il faut dire aussi qu'il y a de moins en moins de dossiers parce que le gros des dossiers a été déposé en 2011 et 2012. Mais vous dites que les banques financent beaucoup plus aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir par exemple des estimations chiffrées, si vous les avez ce matin avec vous, sur les taux de crédit? Je n'ai pas d'estimation chiffrée. Les remboursements faits par le fonds de garantie. Ce que je vais dire, c'est que les remboursements, ils dépassent toujours le taux de 75%. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le système bancaire est bien impliqué. Mais il faut souligner à la fin que maintenant, l'ANSEJ et la CNAC
sont portés beaucoup plus sur la qualité, puisqu'on ne finance pas les jeunes demandeurs d'emploi, plutôt les jeunes créateurs d'entreprises qui n'ont pas de formation. Aujourd'hui, la formation, il faut détenir un diplôme. Si on n'a pas de diplôme, on est orienté vers la formation professionnelle. Donc c'est un des gages de la réussite de l'entreprise. Mais est-ce que vous encouragez plus dans certains domaines d'activité industrielle, par Bien exemple entendu, la sous-traitance, avec l'automobile qui se développe, dans le segment de l'agriculture qui est extrêmement important? Il y a la sous-traitance, il y a aussi, je dois parler aussi de l'article 55 terre qui offre 20% de la commande publique. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires le chiffre d'affaires dont a bénéficié les jeunes de l'ANSEJ de la CNAC est arrivé à 8 milliards de dinars, dont 2 milliards de dinars uniquement pour l'année de 2014. Et maintenant, la tendance de l'entreprise au niveau de l'ANSEJ et de la CNAC, c'est surtout l'agriculture qui est à 22%, l'industrie à 11%, les services à 28%, le bâtiment à 10%. Ces taux, on ne les avait pas auparavant, puisqu'il y avait beaucoup plus de services, notamment les transports, qui ont pratiquement disparu maintenant des nomenclatures des activités qui sont accompagnées par l'ANSEJ et la CNAC. Mais est-ce qu'il y a un suivi de ces micro-entreprises qui est effectué graduellement pour aussi permettre peut-être d'améliorer le dispositif? Oui, il y a un suivi permanent, il y a un suivi post-création, après la création de l'entreprise, il est assuré par les accompagnateurs. Donc, comme leur nom l'indique, hein, les employés ou les cadres de l'ANSEJ sont appelés des accompagnateurs et ils effectuent un suivi sur le terrain pour les entreprises qui sont en exploitation. Mais ce dispositif a toujours été beaucoup critiqué. Certains considèrent qu'il a été créé juste pour contenir la contestation. Quel est votre commentaire? Non. Écoutez, l'ANSEJ a été créé en 1996, donc si on parle de contestation sociale, les gens se trompent et puis il y a des observateurs qui, moi je pense qu'il faut qu'ils remettent un peu les pieds dans la vie réelle hein, pour qu'ils voient un peu plus clairement ce qui se fait dans le marché. Alors très rapidement sur cette question, 430 000 micro-entreprises créées en 10 ans, pratiquement entre ANSEJ et CNAC. Pour 2014, c'est en hausse. Pour 2014, le nombre d'entreprises déjà créées est de 41 000 entreprises et pour un potentiel emploi de 93 000 emplois. Monsieur Mohamed Taha. Mais c'est de la qualité, hein. C'est surtout de la qualité. Monsieur Mohamed Taha Chalel, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci et bon courage. Merci.